Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texaman. On va directement commencer la vidéo par les news de la chaîne. Donc, j'ai quelques petites news pour vous. Premièrement, alors j'étais un petit peu occupé cette semaine-ci, donc j'ai pas pu faire 3 vidéos comme je le voulais. On a quand même fait 2, donc ça c'est pas mal. J'ai pu faire aussi d'ailleurs la vidéo qui expliquait pourquoi les prix des GPU, enfin des cartes graphiques augmentaient autant ces derniers temps à cause du minage de Bitcoin et autres cryptocurrency. Il y a une news d'ailleurs là-dessus qu'on verra après. Donc voilà, mais je pense que ça devrait s'améliorer parce que un truc très important, c'est que j'ai contacté AMD il y a quelques temps pour tout simplement avoir un exemplaire de test d'un processeur Ryzen pour pouvoir faire des tests tout simplement. Donc dans le domaine, je tiens à le préciser, peut-être qu'il y en a qui savent pas, mais dans le domaine du hardware, donc technologie, tout ça en général, la plupart des marques donnent, c'est même pas juste prêtes, elles donnent des exemplaires de tests à des reviewers pour juste faire des tests. Je le précise parce que dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine des jeux vidéo, quand quelqu'un donne un jeu vidéo, ça a un autre sens, puis les gens ont tendance à dire « Ah oui, t'as le jeu vidéo gratuit, donc t'as forcément un bon avis dessus, ou je ne sais quoi. » Donc il y a toujours un petit peu de ça, mais c'est vraiment pour faire des tests. Donc il devra avoir une review complète. Enfin, complète, j'ai pas beaucoup de points de comparaison malheureusement. J'ai bien mon i7 5820K, qui est un bon point de comparaison, parce que il coûtait en tout cas à sa sortie à peu près le même prix que... Donc je vais avoir un Ryzen 7 1700X pour information. Donc au final 1700X ou 1700 c'est à peu près la même chose. Ça permettra de faire un bon test. En plus le 1700X est souvent en promo. Je l'ai vu sur Top Achat par exemple, ou même sur LDLC j'avais déjà vu en promo. Genre des fois le même prix que le Ryzen 7 1700. Donc si vous pouvez l'avoir en promo, c'est vraiment un bon plan, ça c'est sûr certain. Et puis je vous rappelle que tous les Ryzen sont overclockables, donc ça me permettra aussi de faire un guide d'overclocking, parce que je trouve que un processeur que je recommande souvent, c'est le Ryzen 5 1600, qui est très bon, mais qui est encore plus bon si vous l'overclockez. Donc j'aimerais faire une vidéo pour montrer juste à quel point c'est facile de juste un petit peu tweaker sa fréquence, le passer à hop, un petit 3,7, 3,8 GHz, et puis hop, on est bon et on a X% de performance en plus, qui est loin d'être négligeable, ça c'est sûr et certain. Et puis il y aura d'autres petites vidéos, par exemple sur certainement la plateforme en tant que telle. Donc j'aurai une carte mère en X370 pour information, qui est techniquement le top chez AMD, même si le B350 est largement suffisant. Donc il y aura du contenu là-dessus dans les semaines à venir, et je pense que ça devrait être intéressant. J'en profite aussi pour refaire toute ma config principale, parce que je passerai certainement sur Ryzen aussi. Ça c'est une autre vidéo, je vais passer sur Ryzen et voir si ce que je fais d'habitude, et je fais quand même pas mal de choses sur mon PC, je trouve que j'ai une utilisation assez hardcore du PC, on va dire. Je l'utilise pour streamer, pour faire des vidéos, pour jouer. Du coup, j'utilise vraiment tous les aspects du PC au maximum. Et du coup, je pense que si j'arrive à montrer que même moi, quelqu'un qui utilise beaucoup son PC sur Ryzen, j'ai aucun problème, ça pourrait être une bonne preuve. Parce que le problème, c'est que quand Ryzen est sorti, la sortie était un petit peu rush, on va être honnête. Un peu comme le X299 de toute manière. Du coup, il y avait quelques bugs à la sortie. Il y a certaines personnes qui sont encore un petit peu dubitatives à ce niveau-là. Donc faut juste leur montrer que c'est bon. Il n'y a plus aucun bug majeur. Il y a peut-être un petit bug par-ci par-là, mais il y en a aussi sur Intel, des petits bugs par-ci par-là. Genre l'hyperthreading qui est un petit peu buggé sur les derniers processeurs Intel. Mais bon, du coup, on va passer directement aux news de la semaine. Ça devrait arriver. Donc, la première news, c'est au niveau de Intel, justement. Donc, la pression Ryzen semble faire effet, ou alors peut-être qu'ils avaient ça de prévu, on ne sait pas. Hein. Moi, franchement, je vais le dire directement, je pense que c'est la pression de Ryzen qui les a fini par pousser à faire ça. Et tout simplement, ils vont sortir des processeurs Seeker, sur la plateforme moyenne de gamme. Donc les processeurs Seeker jusqu'à maintenant c'était sur les grosses plateformes, donc sur sur le X299, sur le X99, le X79 au tout début. Donc c'était la plateforme qui coûtait plus de 200 € pour la carte mère, souvent avec du triple, quadruple channel. Donc c'est vraiment la plateforme la plus chère. Une nouvelle vidéo de Warnia Sama vient de sortir. Donc c'est clairement pas ce que tout le monde peut acheter. Mais là, ils vont sortir, donc c'est une rumeur, mais qui est à peu près confirmée, honnêtement. Donc ils vont sortir
pour leur prochaine architecture, qui sera Coffee Lake, pour ceux qui ne savaient pas, un Seeker, tout simplement. Donc la rumeur indique qu'il serait à 3,7 si je me souviens bien, oui, 3,7 GHz de base, avec évidemment un boost à mon avis à plus de 4 GHz. Et donc Seeker 12 threads pour le i7. Et il y aurait même un Core i5 qui aurait donc Seeker, mais pas 12 threads, donc 6 threads. Je vous rappelle que les i5 n'ont pas le multithreading forcément, enfin l'hyper-threading forcément. Et du coup, ça pourrait être très intéressant. Ça changerait énormément le paysage actuel. Alors, il y a quand même des trucs un peu bizarres que ça va nous donner. C'est que à 3,7 GHz de base, ce processeur-là, ce nouveau i7, qui sera techniquement le nouveau flagship du moyen de gamme, sera moins puissant dans les jeux, à peu près à coup sûr, que le i7 7700K actuel. Pourquoi ? Parce que le i7 7700K actuel a plus de 4 GHz. Donc lui, dans les jeux vidéo, c'est lui qui a la meilleure fréquence. Du coup, on va avoir une situation aussi bien où on va avoir pas vraiment de différence de performance dans les jeux vidéo avec ce nouveau processeur. Par contre, évidemment, avec les 2 corps supplémentaires, ça va changer beaucoup de choses dans la plupart des programmes. Donc, pour les wannabe streamers, wannabe youtubers, voilà, c'est tout bénef. Pour nous, créateurs de contenu, c'est tout bénef aussi. Il y a énormément d'avantages à ce changement, évidemment. On peut aussi espérer que ce i7 Seeker sortira au même prix que le i7 actuellement et que le i7, donc qui sera que 4 cœurs, lui, s'il y en a encore un, sera moins cher, peut-être sous la barre des 300 €. On redescendra enfin sur la barre des 300 € depuis je ne sais combien d'années. Et aussi, les i5 baisseraient de prix. Il y a une réaction en cascade, vous voyez. Comme il y a un nouveau processeur qui apparaît, les autres qui sont en dessous vont juste en cascade baisser de prix. J'espère que ce sera le cas. Si c'est le cas, c'est nickel, parce que ça veut dire que vous pourrez avoir des i5 peut-être pour 150, même encore moins d'euros, et on retournera à une situation genre 2011. En 2011, pour information, je déconne même pas, quand le i5 2500K et le i7 2600K sont sortis, en promotion, vous pouviez avoir des i5 2500K, je me souviens encore, en promotion, des i5 2500K à 150 €. 150 €, un processeur parfaitement suffisant pour jouer. Si on pouvait retourner à cette situation-là, ce serait génial, franchement génial. Et je pense que ça devrait le faire, mais c'est pas non plus 100% garanti. On verra bien. Il y a aussi d'autres trucs assez importants à noter, c'est que, alors il y en a qui vont dire, oh ça sert à rien, 6 cœurs, t'as un processeur 4 cœurs, ça suffit. Vous avez raison en partie. Le truc c'est que plus les gens ont de cœurs dans leur PC, plus ont des gros processeurs, plus les développeurs devront travailler avec ça. La réalité des choses, c'est que la plupart des jeux maintenant sont pas vraiment optimisés pour plus que 4 cœurs, parce que la plupart des gens n'ont pas un processeur plus que 4 cœurs. Mais si les gens commencent à avoir de plus en plus de processeurs 6 cœurs, 8 cœurs, et que ceux qui sont en bas de gamme commencent à avoir des processeurs 4 cœurs, les développeurs vont commencer à optimiser plus pour ça, parce que la plupart des gens auront ce genre de PC. Donc, il faut que ça arrive, parce que ça va forcer une évolution qui sera positive pour tout le monde, parce que les développeurs, bien souvent, ils développent pour la plupart des gens, ils s'en foutent du reste, et la plupart des gens ont au maximum un 4 cœurs, donc ils cherchent pas à développer pour plus qu'un 4 cœurs, mais s'ils développaient pour plus qu'un 4 cœurs, on aurait des boosts de performance, on aurait beaucoup de choses positives, en fait. Et j'espère vraiment que ça va pousser aussi là-dessus. Mais bon. Donc voilà, ça c'était la petite, entre guillemets, rumeur, mais qui est à peu près confirmée sur Coffee Lake. D'ailleurs, Coffee Lake sera toujours en 14 nanomètres, donc la même gravure que les Core i7 actuels, parce que Intel ne respecte plus son TikTok plutôt. Donc normalement, ils sortent une nouvelle génération qui diminue le processus de gravure, et puis la génération d'après perfectionne ça, et puis la génération encore d'après diminue encore, et encore ainsi de suite. Depuis quelques générations, c'est plus trop le cas. Donc ouais, donc là, malheureusement, ce ne sera pas le cas. On verra bien ce que ça donnera. Et un autre truc aussi intéressant qu'il faudra noter, c'est est-ce que ce processeur consommera pas trop d'énergie ou autre chose, parce que avec le X299, on a vu que les nouveaux Core i9 et tout ça prennent pas mal de jeux, donc on verra bien. D'ailleurs, en parlant des Core i9 qui prennent pas mal de jeux, vous avez vu cette transition,
Le Core i9 12 cœurs, donc le 7920X, qui doit sortir, je vous rappelle, dès le mois d'août, plus ou moins. On a commencé à avoir des petites rumeurs, notamment la fréquence de base, qui serait de 2,9 GHz. Alors, ça semble raisonnable. Pourquoi? Parce que tout simplement, 12 cœurs, ça fait beaucoup sur l'architecture Core Intel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le premier 10 cœurs est sorti sur l'ancienne plateforme, il était à 3 GHz parce que ça consomme tout simplement. Ils arrivent pas à... Le truc, c'est que ils sont certifiés pour 140 watts sur les cartes mères en X299. S'ils montent la fréquence plus haut que 2,9 GHz, je suis sûr qu'ils dépassent les 140 watts. Donc, encore une fois, là, on voit, comme je vous ai dit, le problème que il y a clairement, selon moi, un problème de consommation avec les Core i9 qui consomment plus qu'au final, même ce que fait AMD, et qui consomment plus que ce qu'on est habitué par rapport à d'habitude avec Intel. Et ça soulève la question de si le 12 cœurs est à 2,9 GHz, les prochains processeurs qui vont sortir, donc les 14, 16 et 18 cœurs, à quelle fréquence ils seront? Ils seront à 2,6 et puis 2,5 et puis le 18 cœurs sera à 2,2 si ça continue. Franchement, si on suit cette logique, ce sera totalement le cas. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant et un peu qui met Intel clairement dans une mauvaise situation, c'est que à côté de ça, Threadripper est annoncé à 3,4-3,5 GHz sur 16 cœurs et 12 cœurs. Du coup, l'un des désavantages de Threadripper et de Ryzen, c'est que Ryzen ne se débrouille pas aussi bien en tâches monocœur. Ok, ça on le sait tous. Ryzen a du mal avec les tâches monocœur, enfin, se débrouille moins bien qu'Intel. Et du coup, là, ce défaut pourrait être effacé parce que si Ryzen a une fréquence de... là, il y a une différence de 500 MHz avec le premier Threadripper 16 cœurs. 500 MHz, ça pourra compenser le manque de performance en monocœur de Threadripper par rapport à ce Core i9. Et du coup, on en arrive à une situation où dans les benchmarks, le Core i9 ne sera pas forcément beaucoup plus haut que le Threadripper. Et à côté de ça, Threadripper, dans les benchmarks multicœur, bon alors là, il partira en mode salut, je pars sur la lune, au revoir. Donc ouais, on est vraiment à une situation très étrange où, comme je vous ai dit, le X299 a été rush. Et on le voit parce qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaitement optimisées. Et je me demande comment Intel va faire vraiment. En plus, on a les... Je vous rappelle qu'on a aussi la controverse des VRM en X299 qui apparemment ont des problèmes de chauffe. Ce processeur 12 cœurs, si vous l'overclockez, il va prendre 300 watts en un rien de temps et vous allez retomber dans le problème de VRM qui chauffe trop. Donc il y a énormément de problèmes en réalité et je me demande vraiment comment on va faire Intel. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera quand ça sortira. Threadripper devrait à peu près sortir en même temps de toute manière, donc on aura une comparaison. D'ailleurs, en parlant de Threadripper, cette transition, combo de transition, vous avez la ROG Zenith Extreme, donc Zenith ce sera la nouvelle gamme un peu, vous avez la Crosshair, vous avez il y a différents noms selon la plateforme, donc Zenith ce sera pour visiblement le X399 et le X et les futures plateformes haut de gamme certainement. Ils feront peut-être la génération d'après, la ROG Zenith 2 Extreme Edition ou je ne sais quoi. Ils ont l'habitude de faire ça en tout cas. Et du coup, on a un petit unboxing de cette carte mère qui est juste monstrueuse. Donc là, on voit avec l'énorme socket qui accueillera Threadripper. On voit d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a bien observé, on voit des processeurs Threadripper, on dirait derrière ici. Et donc, on voit un peu le bundle, la carte mère en détail. Donc, c'est à peu près ce qu'on s'attendait. On a vu des photos il y a quelques mois. Mais le bundle est quand même sacrément intéressant. Il faut quand même le dire. Alors, vous avez toutes les grosses cartes mères haut de gamme. MSI, Gigabyte, Asus. Et bien souvent, elles sont à peu près au même prix. Mais un truc qu'il faut quand même dire, c'est que les bundles Asus, ils sont énormes. Pour vous dire, moi-même qui avais eu une carte mère haut de gamme Asus,
les bundles sont très généreux. Donc là, vous avez une carte réseau en plus que vous pourrez réutiliser dans un autre PC si vous voulez. Vous avez, alors ça c'est un accessoire, on le voit en bas. Voilà, ça c'est un accessoire pour mettre des SSD en M.2. Donc il y en a un de ce côté-là et un de l'autre côté. On voit les trucs de fixation. Vous avez des points SLI, du logo, d'une quantité d'accessoires qui est juste un petit peu abusée. Et qui sont bien souvent assez pratiques en réalité. Ça c'est les antennes Wi-Fi pour information. Donc ouais, une carte mère qui a l'air de dépoter. Évidemment, les autres constructeurs feront certainement des très bonnes cartes mères aussi. Par contre, elle a un format EATX, on dirait. Si vous regardez, elle est plus large qu'une carte mère normale, donc elle ne rentrera pas dans tous les boîtiers. Ça, c'est à peu près sûr. Donc n'essayez pas de la mettre n'importe où. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que donne Threadripper. Comme je vous ai dit, il faut attendre les reviews pour vraiment s'en assurer. Mais je suis assez confiant par rapport à ce qu'on a vu avec Ryzen et tout ça. Et je vous rappelle aussi que Ryzen 3 elle sort dans 4 jours normalement. Donc si vous devez acheter un PC en dessous de 800 €, attendez, je ne tiens encore à le préciser. Alors, le Bitcoin, justement, je vous avais dit qu'il y avait une news sur les cryptocurrencies. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire pourquoi le prix va augmenter. Dans la vidéo, j'ai juste résumé un petit peu que, voilà, j'ai parlé beaucoup des Bitcoins, mais évidemment, il existe d'autres monnaie virtuelle. Tout le monde peut faire sa monnaie virtuelle, donc il en existe plein. Et même la plupart des mineurs apparemment ne minent pas forcément du Bitcoin parce que le Bitcoin est assez dur à miner parce qu'il devient complexe. Et du coup, j'avais parlé dans cette vidéo qu'apparemment il allait peut-être avoir un crash du Bitcoin parce qu'il y avait deux factions, on va dire, dans la communauté Bitcoin qui n'étaient pas d'accord sur quelque chose. Eh bien, ils se sont mis d'accord. Voilà, donc il n'y aura pas de crash, malheureusement pour ceux qui voudraient acheter des cartes graphiques à très bas prix, parce que je suis sûr que le crash aurait aussi fait du mal à d'autres monnaies virtuelles, c'est à peu près sûr et certain, parce que la confiance des gens envers les monnaies virtuelles aurait diminué pendant un petit moment. Donc dommage, pas de crash pour ceux qui veulent juste acheter des cartes graphiques, et pour les mineurs, bah, tant mieux pour vous, tout se passe bien, même très bien, parce que le Bitcoin a passé au-dessus de la barre des 3000 $ le Bitcoin. Donc ouais, énorme. C'est pour vous dire, quand il est sorti, c'était quelques dollars le Bitcoin, je crois. Il y a même des gens qui ont acheté des Bitcoins à sa sortie. C'était en 2009, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Ils ont acheté des Bitcoins et lors du premier rush du Bitcoin, d'ici 2013, hein, ils ont vendu leur Bitcoin, mais à un très gros profit, hein, parce que le Bitcoin avait énormément augmenté à ce moment-là. J'ai vu l'histoire, par exemple, d'un mec en Suède qui avait juste acheté quelques Bitcoins pour quelques centaines de dollars, je crois, et il en a récupéré plus de 200 000 $, il s'est acheté un appartement avec. Mais du coup, le truc qu'on se dit, c'est, s'il avait attendu plus, il en aurait eu encore beaucoup plus, parce que 3000 $, c'est largement au-dessus de la valeur du marché qu'il y avait en 2013, ça c'est sûr et certain. Mais bon, il y a un moment, il faut se dire, est-ce que je continue d'attendre ou est-ce que je prends le risque de revendre tout ou pas? Mais en tout cas, ceux qui ont attendu avant de revendre leur Bitcoin ou autre chose, et qui ont revendu quand ça atteint les 3000 $, ben, tant mieux pour vous, parce que vous avez dû vous faire pas mal d'argent. Enfin bref, juste pour dire que, voilà, malheureusement, on n'aura pas... Oh, j'ai accroché le micro sans faire exprès. Donc, juste pour dire que malheureusement, on n'aura pas la baisse de prix des bitcoins qu'on espérait et que les cartes graphiques AMD vont continuer d'être hors stock et les cartes Nvidia vont continuer d'être très chères. Donc ça, c'est un peu embêtant en fait. Pour ceux qui veulent se faire un PC gaming, c'est vraiment embêtant en réalité. Mais bon, on verra bien. Alors, une petite news. HTC, alors, c'était une news de la semaine dernière, mais HTC a été accusé d'avoir mis des pubs dans leur clavier. Donc, vous aviez un téléphone HTC avec un clavier fourni par HTC. Vous aviez une pub qui apparaissait ici après une mise à jour. Évidemment, pas tout le monde. Hein. Et du coup, les gens, évidemment, n'étaient pas très contents. Hein. Qui voudrait d'une pub au-dessus de son clavier à chaque fois qu'il tape? Je crois pas que beaucoup de gens voudraient ça. Alors, le truc, c'est que HTC utilise TouchPal, qui est un clavier à part. Donc, c'est pas HTC qui fait le clavier. C'est comme s'ils utilisaient SwiftKey, par exemple. Donc, c'est TouchPal qui a fait ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est les modes HTC. C'est genre, ils sont apparemment en train de fixer le problème. C'est genre, d'où tu fixes, genre, oh oups, j'ai écrit du code pour faire une pub dans le clavier et puis je l'ai envoyé, je l'ai compilé, tout ça. Oups, oh là là, bah il faut fixer le problème. Non, je pense qu'il devrait plutôt utiliser d'autres termes. Il parle comme si c'était un bug en fait. Ce n'est pas un bug, hein, c'est clairement pas un bug. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ils utilisent ce truc TouchPal.
Enfin, est-ce que c'est mieux que le clavier de base Google? Le clavier de base Google n'est pas formidable, mais il est suffisant, quoi. Est-ce que c'est mieux que ça? Et c'est fourni par défaut. Pourquoi s'embêter à mettre ce genre de clavier si c'est juste pour en arriver à ce genre de situation? Peut-être qu'ils se faisaient payer, hein. Bien souvent, à mon avis, Touchpal payait HTC pour être utilisé sur les téléphones HTC. Il y a de fortes chances. Surtout quand vous êtes un fabricant de clavier pas très connu. Par exemple, si HTC voudrait utiliser SwiftKey, il devrait certainement payer SwiftKey. Mais là, ce serait plutôt dans le sens inverse. Et à mon avis, Touchpal s'est dit en mode, oh bah on va se faire un petit peu d'argent, hein, on va mettre des pubs dessus, hein. Bien souvent, ils font ça d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient, c'est pour collecter des données, hein. C'est tout simplement pour ça. Donc Touchpal, à mon avis, collectait là pas mal de données sur les utilisateurs HTC. Et pour se faire un petit peu d'argent comme ça, pour récupérer ce qu'ils ont investi en payant HTC pour utiliser ce clavier-là, enfin pour que HTC utilise ce clavier-là. Enfin bref, HTC pas bien. Encore une raison de plus de ne plus acheter des téléphones HTC qui sont devenus vraiment bof ces derniers temps. Et c'est triste, hein, parce que je me souviens à l'époque du HTC One, ils étaient vraiment bons. Ils étaient excellents et j'adorais le design, moi. Je sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas, mais j'adorais le design des HTC. Donc ils avaient ce système de double speaker et c'était classe. Et c'est vraiment triste, quoi. Alors, prochaine news, alors ça, c'est un truc qui a explosé un petit peu sur Reddit. Apparemment, Noctua fabrique maintenant aussi Enfin, je sais pas depuis combien d'années ils le font, mais ils fabriquent les mêmes ventilateurs dans différents pays. Donc ils en fabriquent à Taïwan et aussi en Chine. Et quelqu'un a remarqué qu'après avoir acheté des nouveaux ventilateurs Noctua, que ceux faits en Chine étaient de moins bonne qualité. Et qu'ils étaient même, genre, vous voyez ici, donc celui fait en Taïwan, celui fait en Chine, vous voyez, ils ont même pas la même couleur de plastique, ils ont pas la même qualité. Si vous regardez par exemple les stries sur les pales du ventilateur ici, elles sont beaucoup moins marquées sur le ventilateur qui est fabriqué en Chine, ce qui pourrait indiquer que la machine qui fabrique les ventilateurs n'est pas aussi précise et que du coup elle donne un travail de moins bonne qualité. Et du coup, on peut se poser la question, hey, je paye la même chose, je paye le même prix, surtout qu'un ventilateur Noctua, ça coûte cher. Je paye le même prix que là quelques années, et pourtant, j'ai des ventilateurs de moins bonne qualité. Donc, il y a eu un petit peu un truc à exploser là-dessus. Alors, le truc, j'ai pu voir un peu des réactions un peu partout sur le web. J'ai vu que Gamer Nexus, par exemple, allait faire un test. Gamer Nexus, c'est une chaîne anglaise qui est vraiment pas mal. Je vous la conseille si vous parlez un petit peu anglais. Ils ont acheté apparemment des ventilateurs d'un peu partout. Ils ont aussi demandé à Noctua d'envoyer des ventilateurs d'un peu partout. Et ils vont tester, voir s'il y a une différence. Honnêtement, je crois pas qu'il y aura une énorme différence. La seule différence qu'il pourra avoir, par contre, c'est au niveau du bruit que fait le ventilateur. Là, on pourra avoir une petite différence. Je crois qu'en performance, franchement, le fait que les stries ici sont un petit peu moins marquées, ça ne changera pas énormément. C'est souvent du marketing, ce genre de choses. Ça aide un petit peu, mais c'est pas le truc qui va révolutionner le ventilateur. Du coup, ça, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il y a peut-être une histoire que, comme c'est fabriqué en Chine, ils ont utilisé des moins bonnes pièces pour fabriquer le moteur du ventilateur. Ça pourrait arriver. Et là, ça pourrait changer le bruit que fait le ventilateur. D'ailleurs, l'utilisateur qui a posté ça sur Reddit a indiqué que, selon lui, le ventilateur, justement, fabriqué en Chine, fait plus de bruit. Donc, on verra bien. J'attendrai, moi, la vidéo de Gamer Nexus avant de vraiment me prononcer là-dessus, mais ça pose des questions, des fois, que... Ça arrive, hein. C'est déjà arrivé plein de fois par le passé. Vous avez un constructeur qui fait un bon produit, et puis le produit a des bonnes reviews, les gens l'utilisent et tout ça, et puis il change d'endroit où il fabrique ou de fournisseur en plein milieu de la durée de vie du produit pour le fabriquer moins cher, et du coup ça drop sa qualité. Et c'est déjà arrivé plein de fois par le passé, et évidemment c'est jamais une bonne chose à faire, je crois. Donc j'espère que la qualité est la même, le bruit est à peu près le même et tout ça, mais on verra bien évidemment. Alors, ça c'est une petite news intéressante au niveau de l'espace. Google va faire un Street View dans la station internationale. Alors, ils ont pas... Je sais plus, ils doivent mettre une date quelque part, je ne l'ai pas encore vu vraiment. J'ai trouvé cet article-là parce que j'avais lu un autre article, mais je me souviens plus de la date. Mais donc ça c'est l'article même officiel Google d'ailleurs. Et alors c'est pas encore disponible malheureusement, mais vous pourrez visiter la station internationale avec le Street View, regarder autour de vous en mode waouh, il y a des boutons partout. Ça, bon, moi
moi, j'ai envie de dire, ça a l'air cool. J'ai hâte de pouvoir visiter la station internationale. C'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Donc, ouais, j'aimerais bien voir. Et enfin, petite dernière news, c'est au niveau... Alors, Clover Trail. Alors, Clover Trail, c'est une architecture de processeur Intel qui est sortie en 2013. C'était pour des petits processeurs. C'était des Intel Atom. Donc, ce qui sort dans des tout petits PC, des netbooks, des tablettes aussi, ce genre de choses. Donc, pas quelque chose de forcément très haut de gamme. Eh bien, Clover Trail ne sera plus supporté à partir de la nouvelle mise à jour Windows 10, donc la Creator Update. Et ça pose des... Alors, le truc c'est que, soyons honnêtes, la plupart des gens qui utilisent encore des processeurs Clover Trail, ça fait plus de 4 ans maintenant, c'est sur des, comme je vous ai dit, des ordinateurs pas très haut de gamme, bien souvent des Chromebooks. Il y a peu de chances que ça pose énormément de problèmes à ces gens-là, ça c'est sûr. Mais ça pose quand même une question qu'on pourrait se dire, c'est que, imaginez, vous avez des gens qui ont acheté des Core i5 et Core i7 en 2011, donc les Core i5 2500K et 2600K, Core i7, eh bien ces Core i5 et Core i7 étaient très bons à l'époque et sont, si vous les avez encore à l'heure actuelle, ils sont encore très bons. Vous changez juste votre carte graphique et vous êtes parti encore un petit moment. Eh bien, on pourrait se dire, bah, imaginez si juste Windows est en mode « Ah non, ces processeurs sont trop vieux, ils ont plus de... ils ont 7 ans, 6 ans, ben, on les supporte plus avec la nouvelle mise à jour. » Ben, ça peut poser des gros problèmes parce que imaginez que cette mise à jour peut-être est requise souvent pour jouer peut-être à un jeu, peut-être, ou avoir les meilleures performances dans un jeu. Ça peut vraiment poser des problèmes et au final, on en arrive à une obsolescence programmée. Vraiment, c'est ça. C'est une obsolescence programmée. Vous avez quelque chose qui fonctionne parfaitement, mais à cause de facteurs externes, de manque de support ou autre chose, cette chose n'est plus supportée et ne fonctionne plus. Et là, on parle quand même de processeurs. C'est pas comme si Windows était en mode « Oh, on arrête de supporter Internet Explorer ou autre chose ». Ça arrivera à un moment ou un autre. Mais là, on parle d'un processeur qui, normalement, n'a pas trop de problèmes de sécurité. En tout cas, qui doit en avoir moins qu'un nouveau processeur qui vient de sortir et qui a aussi bien des bugs. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je suppose qu'ils ont des données là-dessus, qu'ils ont vu que la plupart des gens qui avaient un processeur Clover Trail étaient sous Chromebook, Chrome OS, et que la plupart des autres étaient sur des vieilles trucs qui forcément ils ne mettaient même plus forcément à jour. Peut-être des gens qui sont restés sur Windows 8 ou autre chose. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils aient pris cette décision-là juste pour ça. Et la caméra n'a plus de batterie. Enfin, non, elle vient d'arrêter l'enregistrement parce que j'atteins la limite, c'est pas grave. J'ai presque fini. Donc, ça m'étonnerait pas. Mais il y a quand même des trucs qui feraient peur. C'est imaginer s'ils font ça avec des processeurs qui sont encore très bons, comme ces Core i7 et Core i5 2500 et 2600K, et qui disent « Ah non, fuck you ». Alors, évidemment, tout le monde n'a pas besoin de la dernière mise à jour de Windows. Il y a même des gens qui seront contents de ne plus avoir de mise à jour. Mais vous aurez toujours une mise à jour de sécurité, pour information. Mais quand même, ça pose, selon moi, des problèmes. Et à voir si Microsoft ne s'amuse pas à faire ça sur des vieux processeurs ou autre chose. Surtout avec la coopération d'Intel en mode, hey, il y a tous ces mecs là qui sont encore sur des Core i7 2600K là, on peut pas leur vendre nos derniers Core i7. Vous pouvez pas juste faire une mise à jour et puis dire qu'en fait ils peuvent pas avoir les dernières fonctionnalités. Ce serait génial. D'ailleurs, une petite news, c'est... Oui, la Creator Update, normalement, devait être sortie depuis des mois. Et apparemment, elle a pris énormément de temps à être testée au niveau des bugs et tout ça. Personnellement, je ne l'ai toujours pas eu sur mes PC principaux. Par contre, sur les nouveaux PC, si vous avez acheté un nouveau PC et que vous installez Windows, depuis, par exemple, si vous suivez le tuto que j'ai fait sur Windows, eh bien, vous aurez la Creator Update. Donc ça, c'est un petit peu étrange que ça ait mis autant de temps à arriver. Mais apparemment, il y avait des petits problèmes. Donc, je vous rappelle que la Creator Update apporte le Game Mode et quelques petits fixes par-ci par-là qui sont pratiques et aussi des améliorations au niveau de Edge, même si personne n'utilise Edge. Bref, merci à tous d'avoir regardé du coup ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain. Je vous dis salut à tous.